Bonjour, c'est Style Comics et aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire culte de Hulk, à savoir Futur Imparfait de Peter David et George Pérez. Alors si vous suivez un petit peu mon travail, vous avez peut-être déjà vu l'article que j'ai écrit sur lescomics.fr dans lequel je dis tout ce que j'aime dans le style graphique de George Pérez. Mais je voulais particulièrement évoquer Futur Imparfait parce que George Pérez est souvent vu comme un dessinateur classique avec un style finalement très propre, notamment sur ses Avengers en fait, où il représente de manière très iconique tous les personnages. Et dans Futur Imparfait, il montre qu'il est aussi très très bon pour la violence, pour la cruauté, pour des décors et une approche un peu décadente, et c'était à l'époque, je l'ai découvert dans 100% Marvel, l'occasion en fait de voir que cet artiste avec le même style pouvait finalement proposer une tonalité beaucoup plus brutale et toujours aussi riche en fait. Alors je passe rapidement sur l'histoire qui raconte comment le Hulk de l'époque, qui est vraiment une fusion parfaite entre Hulk et Banner et qui a cette gueule un peu de frère Bogdanov, hein, on va pas se mentir. Première critique, mais ce sera la seule, rassurez-vous. Ce Hulk-là est projeté dans un futur qui est justement très imparfait parce que il va vite découvrir que ce monde vraiment abîmé, où les gens vivent dans une certaine misère, est sous le joug en fait d'une personne qu'il connaît très bien, puisque c'est lui-même. Voilà, ça c'est le pitch. Bien évidemment, si vous n'avez pas lu l'histoire, allez d'abord la lire avant de continuer cette vidéo, parce que forcément, il va y avoir du spoiler. Alors pourquoi est-ce que graphiquement il faut vraiment découvrir cette série? Et bien voilà pour ça, juste cette page. Voilà, pas besoin, je peux arrêter la vidéo ici. Je pense que si vous regardez cette double page, vous serez convaincu, vous couperez YouTube et vous partirez directement lire ce titre magnifique. Et pour les deux personnes qui restent, parce qu'elles ont déjà lu le titre une bonne dizaine de fois, voici quelques petits éléments pour justement vous expliquer pourquoi cette planche, cette double page m'a marqué. La première chose, c'est qu'évidemment, il y a beaucoup de détails. Mais c'est pas juste du détail pour le détail, c'est aussi des détails qui racontent l'histoire, qui immédiatement posent le contexte de ce futur. Et c'est vraiment brillant de commencer par ça, parce que si vous regardez un petit peu partout, vous pouvez apprendre plein de choses sur cet univers. Alors la première chose, c'est la façon dont George Pérez intègre la technologie dans le décor. On voit que tout n'est que bricolage, rafistolage. Il y a des câbles partout, il y a des appareils qui sont éventrés, les gens portent sur eux de la technologie qui est un petit peu, qui semble greffée sur eux, mais qui semble aussi rafistolée, faite de plein de choses. Et ça, c'est un premier élément pour montrer que ce n'est pas un futur utopique où la technologie a élevé l'humanité, mais vraiment plutôt un futur dans lequel la technologie est rare et où les survivants sont obligés un petit peu de bricoler, de se débrouiller un peu par eux-mêmes pour en bénéficier un minimum. La deuxième chose qu'on remarque aussi dans les designs, c'est que les vêtements sont eux aussi finalement un peu de briques et de broc et évoquent beaucoup quelque chose d'assez moyenâgeux en fait. Encore une fois, on n'est pas dans des tenues très futuristes, on est dans des toges, dans des pantalons, des bottes en tissu, donc quelque chose aussi qui contraste, qui va effectivement peut-être rappeler un peu les univers un peu à la Mad Max, ou encore une fois des univers médiévaux. Et là aussi c'est intéressant parce que ça montre que cet univers-là stagne complètement et que les gens, même pour se vêtir, finalement bricolent et récupèrent ce qu'ils peuvent. Et enfin, je terminerai avec le décor, puisque lui aussi a ce côté rafistolé. On voit qu'il y a des architectures contemporaines, par exemple de l'époque, en fait, de New York des années 90, qui sont au premier plan, avec derrière, au contraire, des immeubles un peu plus futuristes. On a l'impression finalement que il y a eu des époques différentes et que même si l'architecture a pu évoluer, à chaque fois, en fait, toute nouvelle tentative de nouvelles cités plus modernes s'est effondrée à son tour. Et enfin, les deux choses que je trouve encore plus impressionnantes dans cette double page, c'est que non seulement George Pérez arrive à créer de la vie, c'est-à-dire qu'il fait grouiller partout des tas de personnages qui s'activent, qui vendent, qui achètent, qui mangent, qui sont en train de se battre, etc. Donc on a vraiment déjà cette impression immédiate que cette ville est en train de vivre devant nous. Mais en plus, il arrive à créer ce chemin de lecture avec ce petit passage, cette bande grise de route là que l'on voit au premier plan et dans lequel on va à la fois lire à gauche un personnage qui est en train de crier et de s'enfuir, et puis deux autres
que l'on va à droite, que l'on va suivre après dans l'intrigue. Donc il arrive même là à guider parmi tout ce chaos le regard du lecteur pour servir de transition finalement vers la page suivante. Et là encore une fois, c'est une idée de composition qui est absolument géniale et qui lui permet de vraiment bien contextualiser l'univers tout en créant déjà le début, l'amorce de la scène suivante. Alors j'ai sélectionné cette double page parce que déjà c'est une scène d'action qui montre encore une fois comment Georges Pérez sait gérer à la fois des variations d'angle importantes, du dynamisme, de la crépitation d'énergie qui va encore plus rajouter justement à l'impact des explosions ou des armes. Mais par contre, il y a pour moi un petit problème, ou en tout cas une espèce de petite faiblesse au niveau de la colorisation. Alors le coloriste de ce titre c'est Tom Smith, c'est un coloriste qui a pas mal travaillé avec Georges Pérez, qui a déjà pas mal travaillé chez Marvel, mais qui a aussi bossé avec Pérez sur Avengers. Donc si vous avez lu ces épisodes, vous avez vu que sa colorisation est vraiment toujours propre, avec certes peut-être qui peut paraître aujourd'hui pas très moderne, mais je trouve que c'est un travail ultra efficace sur Avengers, notamment parce qu'il y a énormément de personnages à gérer. Là, il y a un choix de palette qui je trouve complique un petit peu la lisibilité, c'est le fait que tous les vêtements quasiment, ou en tout cas beaucoup de vêtements des personnages soient jaunes, orangés, soit dans des teintes comme ça, sable, qui se fondent aussi avec des décors qui sont parfois, on le voit en bas de la page de droite, aussi un peu de la même couleur. Et ça gêne un petit peu, je trouve, la visibilité. Je comprends le choix qui a été de réserver la couleur verte pour tout ce qui va évoquer justement le pouvoir de l'ennemi, du dictateur qui est l'ennemi de Hulk, qui est le maestro. Mais par contre, pourquoi ne se priver d'autres types de couleurs? Alors, bien évidemment, tout n'est pas que dans ces teintes, mais là, ici, on voit que un sol jaune-orangé avec des personnages jaune-orangé, des explosions jaune-orangé, au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué à lire. Et pour illustrer ça, j'ai passé ces doubles pages en une espèce de grille, en fait, niveau de gris noir et blanc, et on voit tout de suite que, même si encore une fois, c'est pas parfaitement lisible, privé de l'information de cette omniprésence du jaune orangé, on arrive quand même un petit peu mieux à voir la façon dont les personnages se détachent, dont les ombres sont gérées, et aussi comment les aplats de noir que Pérez va utiliser, notamment pour les contours d'explosion ou pour les ombres sur la page de gauche, permet de mieux visualiser l'action. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, c'est un regret que j'ai sur l'ensemble du titre. Encore une fois, la colorisation est propre, et notamment elle respecte aussi la quantité de détails qu'il y a, et elle permet de faire ressortir par exemple la technologie ou les choses comme ça dans les décors. Mais j'aurais aimé une palette un petit peu plus riche. Et c'est peut-être un choix qui peut s'expliquer par le fait de vouloir représenter finalement un univers très pauvre, et qui parce que justement il n'est pas très joyeux, est assez terne, assez fade en termes de couleurs. Mais c'est un peu dommage des fois sur certaines pages que la lisibilité soit un petit peu atténuée. Alors il y a quand même un contre-exemple de cette utilisation d'une palette jaune-orangé un petit peu trop excessive, c'est cette double page, pour le coup, où il y a des choix très limités en termes de couleurs, mais qui permettent, déjà qui se justifient dans l'histoire, puisqu'on est dans une séquence qui a été filmée et qui est, je vais y revenir, du point de vue de la personne qui filme, mais justement ça se justifie totalement d'avoir cette limitation, et là elle est parfaitement bien utilisée sur les dépôts, les décors, etc. Et tout reste très lisible. Mais ce que je trouve qui retient vraiment l'attention dans cette double page, outre quand même le fait d'arriver, et ce qui n'est pas évident, à cadrer tout un découpage d'un point de vue d'un personnage tiers en fait, hein, et qui du coup doit toujours être bien positionné, Georges Pérez arrive quand même à, finalement, dans un gaufrier en 9 cases que d'autres ont aussi parfaitement maîtrisé, hein, je pense à Dave Gibbons sur les Watchmen, hein, par exemple, mais il arrive quand même à livrer une séquence dynamique avec des angles et des cadrages assez originaux, notamment avec ce plan du coup de pied qui arrive au premier plan, et en même temps à montrer une scène de baston sur la page de droite où le décor reste détaillé, tout en permettant quand même aux personnages d'avoir des postures très lisibles.
Donc voilà, dans ces espaces aussi réduits, c'est pas toujours évident d'arriver à faire ce niveau de détail, et ça montre à quel point finalement il savait maîtriser aussi tous les types de storytelling. Alors un des trucs que j'aime particulièrement chez Georges Pérez, c'est son sens de la mise en scène. C'est pas forcément ce qui est le plus remarqué chez lui, parce qu'on parle effectivement beaucoup des détails, de l'anatomie, etc. Mais comme c'est un dessinateur qui a vraiment émergé dans les années 80, et qui finalement a tellement marqué l'époque, un petit peu comme John Byrne, on peut avoir l'impression que son style était très rétro. Trop marqué peut-être années 80, et que passé les années 90, des nouveaux lecteurs, ou là encore plus dans les années 2000, pourraient penser que ben voilà, c'est très daté. Et ce qui est vrai peut-être dans un certain sens par rapport à certains designs, etc. Mais daté ne veut pas dire dépassé, parce que justement, il est resté jusqu'au bout un maître de la mise en scène. Et quand je parle de mise en scène, c'est pas seulement la façon d'organiser les cases sur la page ou de les enchaîner, c'est vraiment d'arriver à créer une montée en tension, d'arriver à transformer une scène qui a peut-être été décrite en 2 lignes dans le script, pour pouvoir réellement la faire ressentir au lecteur. Et c'est le cas sur la page de droite, véritablement, où on a 10 cases qui vont créer un effet de montage alterné pour permettre l'arrivée grandiloquente, pleine de suspense, du moment qu'on attend depuis le début de cette histoire, qui est l'affrontement entre Bruce Banner moderne, on va dire, et sa version futuriste et démente, qui est le Maestro. Et cette mise en scène ici, elle est particulièrement réussie parce que justement, on a eu d'abord la page de gauche qui a pu montrer comment le personnage du Maestro avait résisté à des tas de pièges, donc à quel point il était quasi indestructible, et aussi parce que il y a cette séquence et ce montage très saccadé de l'apparition à travers cette trappe qui s'ouvre, l'acide qui tombe, et Hulk, Bruce Banner, qui va émerger mais qu'on ne voit pas tout de suite, qui garde cette aura de mystère, parce qu'on ne voit que le haut de son crâne, après sa silhouette et enfin son œil, et cette mise en parallèle, elle va trouver un écho immédiat dans la page d'après, et qui est cette confrontation face à face des 2 personnages qui sont identiques. Et ça, c'est vraiment une séquence d'une très grande intensité et une très belle leçon de ce qu'on peut faire en termes de mise en scène par le dessin. Alors bien évidemment, cette mini-série vous propose son lot de bastons homériques, parce qu'on ne peut pas opposer de Hulk sans qu'il y ait quand même des grosses tatanes qui soient échangées. C'est le cas bien évidemment dans cet album, et d'ailleurs les affrontements sont vraiment bien orchestré, avec une certaine violence quand même si là on est sur une double page qui paraît un peu classique, hein, de coups de poing avec destruction et tout, je vais y revenir, mais il se passe 1 ou 2 trucs où il y a vraiment des conséquences physiques non négligeables sur le personnage principal, et là encore je trouvais que c'était assez moderne en fait, aussi de donner une réalité concrète à la violence et surtout à la force que les 2 personnages ont. Mais ce qu'il y a de bien dans cette page, c'est qu'on voit aussi que finalement Georges Pérez utilisait des techniques assez classiques, on va dire, hein, de représentation du mouvement, des impacts, que ce soit ces mouvements de vitesse avec le Hulk qui rebondit en haut à gauche de la page, ou ces espèces de cônes qui montrent le choc, en fait, l'onde de choc qui va détruire le décor. Mais finalement, en fait, ça fonctionne très bien, et je trouve que c'est un langage certes classique du comics, mais qui aujourd'hui est encore pertinent et qui a encore fait son effet. Et c'est toujours intéressant de voir quand ce type d'effets en fait sont parfaitement maîtrisés, qu'ils traversent les époques. Et un autre point aussi intéressant, c'est de voir que, et ça Georges Pérez le faisait immensément bien, que souvent la force d'un combat, ou en tout cas on peut prendre conscience de la violence d'un combat, et aussi de la puissance des personnages, que en montrant la destruction autour. C'est quelque chose qui a été très bien compris par pas mal de cinéastes aussi, qui était que si vous montrez 2 personnages qui se tapent
uniquement, c'est très difficile des fois de se rendre compte de la puissance si par exemple leurs corps ne sont pas abîmés, détruits ou autre. En revanche, si vous montrez ces personnages s'affronter et agir sur les décors, c'est ce qu'on a retrouvé aussi dans certains jeux vidéo par exemple, là tout de suite l'action devient beaucoup plus concrète, puisque finalement ce combat des deux titans va créer un tel chaos autour d'eux qu'on a conscience que ce n'est pas juste deux gars qui se battent dans un bar. Et ça, Perez le fait extrêmement bien tout au long de cette série, mais pas que. Je vous renvoie sur Avengers encore une fois, où à plusieurs moments, il sait vraiment bien mettre ça en scène et on a immédiatement cette compréhension de l'intensité de l'affrontement. Alors je vais finir sur ces doubles pages parce qu'il y a encore deux idées géniales qui montrent tout le talent de Georges Pérez s'il était encore besoin de le prouver. Dans celle de gauche tout d'abord il y a cette lecture en colonne verticale, ce qui est assez rare dans le comics parce que généralement on va plutôt essayer de lire de gauche à droite et puis de descendre d'un niveau, etc. Là vraiment Pérez pose une lecture verticale grâce à la partie centrale dans laquelle on voit le maestro qui suit les traces de sang de Banner et qui va lui aussi, qui va descendre dans le sous-sol. Donc son mouvement final est vertical et donc ça permet effectivement de finir sur cette case où on le voit finalement disparaître. Donc ça déjà c'est une idée brillante et autour de ça il compose tout un tas de cases qui vont montrer tout le chaos qui est en train de se déchaîner de l'affrontement entre les gardes du maestro et les rebelles, et finalement toutes ces séquences, ces vignettes sont indépendantes les unes des autres, donc la continuité se crée que dans l'axe central, mais les vignettes sont indépendantes. Mais justement c'est là où c'est assez génial, c'est que vous pouvez les lire de gauche à droite ou justement dans le sens vertical, ça fonctionne dans tous les cas, puisque le but est de montrer tout ce qui se passe autour des personnages. Et là encore, la composition souligne cette idée, puisque on a l'action centrale qui est l'affrontement entre les deux versions de Banner, et tout autour d'eux, donc tout autour de ces cases-là, le chaos qui se déchaîne dans le palais. Donc, encore une fois, une mise en scène brillante qui correspond parfaitement à ce que le récit est en train de raconter. Et puis dans la page de droite, on a quelque chose qui est quand même assez classique, puisque on a ce personnage féminin en détresse qui va être écrasé par une colonne, et puis qui est sauvé in extremis par un des rebelles, ou une des rebelles d'ailleurs, je me souviens plus trop. Bref, ce qu'on peut admirer, c'est effectivement le fait qu'il y a quand même beaucoup de cases, que le sauvetage se fait en une demi-page et qu'après il y a une autre séquence qui est en train de s'amorcer avec la dernière case qui est en train de créer un petit suspense sur ce qui va se passer après, un peu à la Tintin on va dire. Mais au-delà de cette composition qui est déjà en soi déjà bien, et de cette petite case blanche aussi dont je vais reparler, il y a un effet en fait finalement de ralenti et de vitesse qui est parfaitement bien géré au moment de la chute de cette colonne. C'est-à-dire qu'à partir du moment de la deuxième case où on voit la colonne qui tombe, on a l'impression que le temps est totalement suspendu et ralenti, puisque non seulement le personnage féminin parle, alors que la colonne est en train de tomber, mais on a aussi ce gros plan, donc cette case, on ne voit que son visage effrayé avec ce fond blanc qui semble figer complètement le temps, et même dans la case d'après, quand la colonne tombe, elle n'a pas d'effet de mouvement, alors que le personnage qui vient la sauver, lui, a des traits de mouvement, comme si finalement sa vitesse était totalement supérieure à ce qu'on a. Et un effet qui a déjà été testé aussi dans des films, vous avez un personnage qui se déplace à vitesse normale ou un petit peu plus rapide, et les éléments autour de lui qui sont au ralenti, et ben on a l'impression que finalement Georges Pérez arrive à créer, peut-être même avant que ce soit créé au cinéma, cet effet avec cette colonne qui semble flotter au-dessus des personnages pendant que le rebelle justement arrive et sauve lui à plus grande vitesse la jeune fille, et quand la colonne retombe derrière, tout le gravat, les effets, etc. semblent redonner sa vitesse à la colonne. Et j'ai vraiment particulièrement aimé cet effet que je n'avais pas remarqué à la première ou 10e lecture. Je l'ai remarqué que récemment en étudiant ces pages, et je le trouvais finalement extrêmement moderne, très en avance sur son temps, mais peut-être un petit peu trop discret, ça demande un peu d'attention pour pouvoir le remarquer. Donc voilà encore une belle démonstration du talent de storyteller de Georges Pérez. Voilà, vous l'aurez compris, je ne peux que vous encourager à lire, si vous ne l'avez pas déjà fait, ce futur imparfait de Hulk qui ressort en must-have justement chez Panini.
et qui a eu la bonne idée de le ressortir aussi en doublon avec une autre histoire qui s'appelle Hulk The End, dessinée par un autre grand artiste de Hulk qui s'appelle Dale Keown. Donc il faudra que je parle un jour, mais je ne sais pas encore si j'en parlerai sur Hulk ou sur sa série qui s'appelait The Pit, si je me souviens bien. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci pour votre soutien et vos encouragements, et notamment pour tous vos gentils messages de ces dernières heures avec plein de bons conseils que je vais essayer de mettre en pratique pour améliorer ces vidéos. Et je vous donne rendez-vous très vite pour je ne sais pas encore quel comics. À bientôt. Ciao.